À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission thématique en thème facile. Le thème du jour, c'est les professionnels de santé face aux défis d'éthique, entendit technologies de l'information et de la communication. L'UNESCO définit les technologies de l'information et de la communication, en abrégé éthique, comme étant un ensemble d'outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations. Dans le contexte du réseau de la santé, l'éthique font référence à un ensemble de projets ou services promouvant les soins à distance, le soutien clinique interdisciplinaire ainsi que les transferts des connaissances. Cependant, au Bénin, l'influence d'éthique sur les pratiques médicales demeure à ce jour peu approfondie. Les agents de santé n'exploitent pas réellement les atouts des technologies de l'information et de la communication, mais pourquoi? Quels sont les avantages d'éthique dans le secteur de la santé? Comment les professionnels de santé peuvent-ils profiter d'éthique? Quels sont les pièges qu'ils doivent également éviter avec l'éthique? C'est pour avoir des éléments de réponse à toutes ces préoccupations que nous avons fait appel à Dr Wenceslas Maoussi. Il est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi. Il est également le directeur de l'Observatoire des sciences de l'information et de la communication. Dr Maoussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur En thème facile. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés chaque fois quand vous allez m'inviter. C'est ma première fois sur Radio Afrique Santé, c'est un grand plaisir. Super. Nous allons chaque fois vous inviter par ici, puisque vous avez dit que vous êtes disponible pour nous accompagner. Oui. D'accord. On avait prévu avoir également un professionnel de santé avec nous en studio, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Alors, docteur Maoussi, dites-nous en thème facile, qu'est-ce qu'on peut comprendre des technologies de l'information et de la communication? Que comprendre donc en thème facile des technologies de l'information et de la communication? Vous savez, on est en communication, ça il faut le dire déjà, et comme vous l'avez dit, on est dans les sciences de l'information et de la communication et on est face à des procédés d'échange et de circulation de l'information, mais qui prend un aspect qu'on appelle aujourd'hui les technologies numériques. Il y a un aspect digital qui évoque à la fois la question de la réduction de la distance, la réduction du temps, et aujourd'hui, ce qu'on observe surtout, c'est la question de la data, donc de la donnée. Parce que l'éthique regroupe ces enjeux-là. Et dans l'éthique, on y met aujourd'hui tout ce qui a rapport non seulement à l'informatique, mais aussi au numérique, mais plus encore aujourd'hui à la robotique et à l'intelligence artificielle. Et plus précisément, on parle du numérique. Et quand on va évoquer aussi la question de l'Internet, parce que ça, dans l'éthique aussi, on a l'Internet 1.0, 2.0, ce qui sont les réseaux sociaux numériques, 3.0 qui est Internet sémantique, et le 4.0 maintenant qui évoque la question d'intelligence artificielle, de Internet des objets et tout ça. Donc c'est tout ça aujourd'hui qui constitue ce que nous appelons les technologies de l'information et de la communication. On peut dire tout court le numérique ou parfois même pas de sciences du numérique ou carrément les technologies numériques. Et quand on l'évoque, on sait qu'on est en face avec tout ça, y compris toutes les questions liées aux applications mobiles et tout ça. Donc aujourd'hui, la société est rythmée par cette éthique-là. C'est une révolution. Et nous sommes dans une société qui est non seulement, parce qu'au quotidien, rythmé, il n'y a pas celui-là qui aujourd'hui n'a pas un smartphone. Et c'est les déclinaisons que nous avons ça. Donc visible, on a les smartphones, on a les tablettes, on a les ordinateurs. Et on voit bien que le citoyen qui quitte sa chambre à la douche un peu partout est connecté à Internet, est connecté au numérique,
est connecté au digital et ça évoque même la notion de cyberespace. C'est-à-dire que l'individu, au-delà de naviguer dans un espace physique, il est dans un espace virtuel, cybernétique, dans lequel il voyage, il fait ses affaires, le e-commerce, il échange avec ses pairs, la communication, il fait de la recherche sur Internet, il fait pas mal de choses. Donc voilà, aujourd'hui, la société dans laquelle on est, et on voit aussi que les professions, si vous voulez, il n'y a pas de profession qui aujourd'hui n'échappe pas en termes d'usage ou de procédés ou d'intégration d'éthique dans ce qu'il fait. Vous voyez ce que nous faisons là, à la radio, on parle de la radio filmée, et bien c'est des radios aussi, ce que nous faisons va être après sur Internet, va faire le tour, les gens vont partager, etc. Donc, il y a plus d'activités, pratiquement, qui échappent à la mutation technologique et vice-versa. Donc, aujourd'hui, il faut considérer que les technologies numériques sont on va dire, une révolution dans la société moderne contemporaine. Alors, vous l'avez dit, hein, aucun secteur n'échappe aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le secteur de la santé est un secteur où la publicité n'est pas permise. Mais est-ce que dans ce domaine-là, les agents de santé peuvent se permettre d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ah oui, à plusieurs titres. D'abord, l'utiliser dans le sens de promouvoir la communication pour la santé et aussi surtout l'utiliser dans le cadre même du travail. On parle de la télémédecine. La télémédecine ne se fait pas sans l'éthique. Oui. Et donc ça peut se faire. Mais le volet que vous abordez, de mon point de vue, est le volet lié à la communication digitale des agents de la santé. Et si dans certaines professions, les gens ne sont pas enclins à communiquer, parce que communiquer sur le digital, c'est ce que Goffman a appelé l'exposition de soi. C'est une sorte de branding. On s'expose sur le cyberespace à travers les canaux digitaux. Et un agent de la santé, et comme vous l'avez dit, qui ne doit pas faire de la publicité, il faut y voir ce que cet agent-là met sur l'espace public numérique. Le contenu. Le contenu qu'il met, la thématique qu'il aborde, les productions donc qu'il réalise. Et c'est ça qu'il faut voir. Et dans un sens comme dans l'autre, on voit bien que le numérique doit pouvoir l'aider. Et au quotidien, à sensibiliser, par exemple, sur les questions de santé de haute production, à sensibiliser sur les questions de santé publique, à sensibiliser sur tas de questions en matière de santé. Mais il faut ici faire attention de savoir que c'est un agent de santé assermenté qui est en train, en fait, de communiquer sur le digital pour parler des questions de santé. Parce que il ne faut pas tomber dans ce que j'avais appelé les gourous du numérique, mais ici, tomber dans les usurpateurs qui se disent agents de santé ou médecins, qui sont capables de vous dire un certain nombre de choses sur le numérique et vous allez appliquer et tomber encore malade. Et ça, c'est le risque que nous courons parce que vous ne pouvez pas assermenter derrière toujours n'importe qui a à portée de main un téléphone qui peut produire du contenu et essayer de le diffuser sur les réseaux sociaux numériques ou sur Internet. Et ça, c'est le risque que nous avons. Et c'est pour ça que pour moi, j'estime pour ma part que la question de la communication, de la publicité en matière de santé sur le digital doit davantage être réglementée. Vous avez vu la RACA en Côte d'Ivoire a interpellé une dame qui disait qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ça, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui en face à ce que j'ai appelé ces nouveaux influenceurs ou ces gourous du numérique. Et si on ne s'y prend garde, ils vont essayer donc de nous torpiller l'esprit et de blackbouler tout dans l'espace numérique public. Et donc voilà, je crois que les citoyens, et dans ce sens, il y a un truc dont on parle, on voudrait que les citoyens développent l'esprit critique, on voudrait que les citoyens puissent prendre la distance, j'ai appelé ça le recul informationnel, vis-à-vis de n'importe quelle information sur la toile, et ici, dans le cas d'espèce, l'information en matière de santé.
est-ce facile de parler du contenu, des thématiques santé sans pour autant aller vers la publicité? C'est-à-dire, je peux peut-être dire que ma boutique, ou bien si vous voulez, ma pharmacie, ma clinique est à tel lieu. Est-ce que en le faisant, je ne suis pas en train de rentrer déjà dans la publicité? Non, vous savez, en communication, il y a toujours des manières déguisées de communiquer ou de faire de la publicité. Nous appelons ça de la publicité déguisée. Il parle d'un sujet. Et on sait, et il vous montre qu'il est le seul à parler du sujet en matière de santé et il laisse le numéro de téléphone. C'est une manière de faire la publicité. Parce que vous allez appeler le numéro de téléphone, vous allez vouloir prendre rendez-vous. Et il dit tout sauf les éléments qui vont vous concorder à aller chez lui, mais visiblement, le simple fait de laisser un contact fait que c'est une forme de publicité. Mais il viendra peut-être débattre d'un certain nombre de sujets sur la santé. Aujourd'hui, il peut venir parler d'une maladie, demain, il parle d'une autre maladie, etc. Mais toujours est-il qu'il va faire ça dans l'encadrement juridique qui existe. Mais ce que je pense, c'est que la question de la publicité telle que vous voyez ne doit pas entraver la question de la communication en matière de santé ou de la vulgarisation d'un certain nombre de faits de santé publique qui pourraient aider les citoyens à mieux se sentir. Parce que vous savez, au moment où il y a eu la COVID-19, il y a eu ce qu'on avait appelé l'infodémie. Parce que justement, il y avait des gens qui ont développé le côté vaccinosceptique, parce que justement, ils ne comprenaient pas le bien fondé des vaccins, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il est important, dans la communication digitale pour la santé, d'intégrer les citoyens à ce qu'ils comprennent ce qui est, ce qui ne l'est pas, parce que nous sommes aussi dans un contexte de la désinformation. C'est ça qui fait qu'on ne doit pas, comme je le disais au départ, vouloir encadrer la publicité sur les questions de santé et occulter le fait qu'on doit utiliser en même temps les canaux digitaux pour sensibiliser en matière de santé. L'autre forme également de communication, ou si vous voulez, de publicité déguisée, c'est aller vers les médias. Par exemple, vous êtes sur un plateau de station de radio, mais ici, on remarque que les professionnels de santé préfèrent être dans les hôpitaux. Ils n'aiment pas trop s'exposer, ils n'aiment pas trop venir débattre des thématiques santé sur les chaînes de plateau. Bon, je pense qu'il faut faire une étude pour voir. Moi qui m'intéresse au comportement informationnel en contexte de travail. J'avais travaillé dans ma thèse sur le comportement informationnel des juristes béninois. Il faudrait qu'on fasse une étude et peut-être votre émission va m'amener à regarder. Il faut faire une étude pour voir comment est-ce que le médecin ou l'agent de santé béninois se comporte vis-à-vis de l'information. C'est ce rapport à l'information qui va nous permettre de déduire que les agents de santé béninois, dans une proportion donnée, n'aiment pas aller sur le digital ou n'aiment pas informer. Ceci dit, il y a des professions qui, en l'espèce, n'arrivent pas à être exposées, à s'exposer. Ils sont taciturnes, ils n'aiment pas s'exposer. Si c'est le cas, et donc surtout de réserve, ça ne peut pas être généralisé. Il doit y avoir des gens qui aiment parler de leur métier et qui n'ont pas qui n'ont pas, je ne dirais pas peur, mais qui sans rien peuvent aller parler de leur métier. Donc ça peut s'expliquer, sauf que il faut voir le mandat des agents de la santé. Est-ce que l'agent de la santé a pour objectif ou pour but dans sa profession d'aller à la radio, à la télé ou sur internet pour aller parler de ce qu'il fait? C'est ce qu'il faut voir d'abord. Son mandat, c'est de soigner. C'est d'abord Alors, ça. c'est d'abord de soigner. Mais autour des soins qu'il administre aux populations, il y a parfois des questions de sensibilisation qui se fait aussi, de prévention des maladies. Qui se fait aussi dans les hôpitaux ou dans les centres sociaux. Mais il peut y avoir, et c'est ce qu'il faut développer, dans les hôpitaux et dans les centres de santé, et ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communication en santé, la communication sanitaire, pour essayer d'appuyer l'équipe médicale sur toutes les questions de prévention liées à telle ou telle maladie, ou si par exemple il y a des crises comme celle qu'on a connue, la crise, la pandémie du coronavirus, pour que la communication spécifique en matière de santé soit gérée
avec les moyens de bord et avec les spécialistes qu'il faut. Parce que vous savez, chaque type de communication a son jargon, a ses cadeaux, a son langage. Il serait intéressant déjà d'envisager dans les hôpitaux béninois soit des médecins qui reçoivent la formation de la communication ou des communicants qui s'intéressent aux questions de santé pour former une cellule qui va aider dans les hôpitaux et aider plus largement le pays en matière de communication sanitaire. Ça, c'est très important parce que cette communication sanitaire va nous aider dans le sens de la prévention de beaucoup de maux. Vous voyez, et ce que vous faites ici à Radio Afrique Santé est d'autant plus pertinent que vous êtes une thématique et qui est prégnante dans la société. Si les gens ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas produire. Et vous voyez ce que ça fait. Et donc, on peut décider, dans la promotion de la santé, dans le fait de réduire un certain nombre de maladies, de décider de mettre en place des équipes, des cellules de communication en santé. Vous l'avez dit, les spécialistes de santé n'ont pas pour première vocation de venir sur les plateaux chaque fois débattre des thématiques santé. Ils sont d'abord là pour des soins à la population. Mais est-ce qu'au niveau des cliniques, on ne peut pas prendre des gens qui sont formés en la matière pour gérer, par exemple, des pages Facebook, des community managers, par exemple? Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, les CM, comme on les appelle, c'est un nouveau métier dans le métier de communication, de la communication digitale aussi. Et je pense que si une structure sanitaire veut bien se rendre visible sur le cyberespace, il est intéressant de recruter effectivement des community managers, ce qu'on appelle les gestionnaires de communautés virtuelles, pour s'occuper de tous les canaux digitaux donc, de cette structure-là. Il y va donc peut-être du site internet, de tous les réseaux sociaux, peut-être il y en a 4 ou 5 comme dans le portefeuille que le CM va gérer. Et aussi, peut-être on peut faire le prolongement à gérer aussi les questions liées aux applications mobiles. Oui. Et donc, on a quelqu'un qui essaye donc d'animer la communauté virtuelle pour cette structure-là, cette clinique-là. C'est important. Ça permet à la fois d'interagir avec les usagers clients, ça permet de répondre à certaines des questions. Il y a ce qu'on appelle les fortes questions qu'il va préparer. Ça répond de maintenir une communauté virtuelle autour des activités donc, de la clinique. Et en fin de compte, ça permet vraiment de savoir à quel niveau on est vis-à-vis de ce qu'on fait par rapport à la population. Ça, c'est très important. Voilà les nouveaux outils aujourd'hui, effectivement, comme je le disais au départ, qu'on peut utiliser pour la question de santé. Et donc, il faut à chaque fois, comme c'est des questions parfois donc, de notre époque, utiliser les moyens que nous avons pour améliorer les services que nous rendons. Ça, c'est très important. Et je pense qu'à ce titre, on peut utiliser effectivement les réseaux sociaux numériques pour accompagner le service de santé. Tout est digitalisé maintenant. Au Canada, par exemple, on parle déjà du patient informatisé, en abrégé PI. Les outils informationnels tels que le PI jouent un rôle très important dans l'actualisation d'une mémoire organisationnelle, car ils permettent que des informations soient regroupées, actualisées au quotidien et sont par conséquent un maillon indispensable à la coordination des équipes ou à l'activité collaborative. Est-ce qu'on ne peut pas aussi tenter ce concept au Bénin? Même si ce n'est pas très exactement, je crois la dernière fois le Conseil des ministres a validé un système de dématérialisation de l'archivage dans le milieu de santé. Moi, à titre personnel, dans le cadre académique, j'ai accompagné un mémoire de licence à l'IFRI, donc à l'Institut de formation de recherche en informatique, sur la protection des données personnelles dans une clinique. Et donc aujourd'hui, le patient, le e-patient aujourd'hui, que vous appelez patient informatisé, Oui. on fait que dans plusieurs cliniques, le dossier du patient est dématérialisé et on le suit au quotidien. Et il y a même des applications aujourd'hui qu'on a pu, GoMédical, etc. Et ça permet de suivre. Et derrière, il y a tous les enjeux liés donc, à la protection des données. Et aussi, on peut récupérer ces données-là pour faire des articles scientifiques, pour faire des productions et comprendre des phénomènes. Parce que ça rentre après dans la question des big data, des données massives, des mégadonnées. Et le gouvernement aussi du Bénin, par exemple, a déjà adopté une politique dans ce sens. Et donc, c'est important d'aller là. C'est des moyens, comme je le disais, qu'on peut
utiliser les TIC pour améliorer les questions de santé. Et donc ça, c'est important d'aller dans ce sens-là, de dématérialiser le dossier de patient, de le suivre et aussi, surtout, donc, de protéger cette donnée aussi. Vous avez parlé à l'entame de l'émission de la télémédecine, que nous appelons également la télésanté. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept? C'est vrai que vous avez expliqué, vous avez dit que depuis la maison, l'agent de santé fait son travail, mais de façon explicite, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce concept? Bon, alors si je m'en tiens à ce qui est télé, qui est virtuel, qui est en ligne, c'est qu'en réalité, on met en place généralement des dispositifs, des équipes des équipes sanitaires, et les médecins ou le chirurgien qui doit faire le travail est à une distance donnée, et l'opération se fait en suivant les instructions, et ça se passe généralement parfaitement. C'est ça qui est la question. Donc il y a des équipes qui sont sur place, mais il y a d'autres équipes qui sont à distance, et sur des écrans interposés, on voit bien comment ça se passe, et on fait l'opération au patient. Et c'est très développé dans certains pays. Quand vous n'avez pas toujours le plateau technique qu'il faut, vous pouvez faire recours à cette forme de médecine qui permet à ce que des spécialistes de certains niveaux soient ailleurs et puissent suivre de près, et même de loin si vous voulez, ou de loin et de près, mais pas les canaux numériques des opérations. Donc il faut insister là-dessus, ça ne se limite pas seulement à la consultation. Non, en fait, quand on dit télémédecine, la médecine c'est quoi? Donc dans la médecine, il y a tout un process. Il y a ce qu'on appelle les processus métiers. Et donc la télémédecine rentre en ligne de compte de ce processus métier-là. Si du début de la consultation, on peut le faire en ligne, si à un moment donné, il y a peut-être un prélèvement à faire, on peut le faire, mais là où on est, et on envoie les résultats toujours via les canaux numériques. Et après aussi, si ça nécessite, on met en place les équipes. Mais ça nécessite là, en réalité, d'avoir les équipements qu'il faut pour faire cette télémédecine. Donc ce n'est pas une télémédecine on va utiliser le téléphone portable pour le faire. Si on veut faire dans une salle d'opération, il faut l'écran, il faut la stabilité de l'énergie électrique, il faut une connexion Internet stable, fluide, qui puisse permettre vraiment d'être instantané sur l'opération qu'on est en train de faire. Alors, quels sont les pièges qu'il faut éviter quand on est professionnel de santé? Alors, je ne dirais pas forcément de la télémédecine. Je parlerai plutôt de l'usage des technologies numériques en général de santé. D'accord. Ce qui est intéressant, si vous n'avez pas reçu une autorisation express, si vous êtes indépendant, si vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État, on peut comprendre. Et s'il faut faire très attention entre ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux et numériques et votre travail. Par exemple, il n'est pas intéressant d'illustrer des propos ou dans votre contenu de faire révéler des informations relativement à un patient. Quelqu'un que vous avez traité. Donc il faut faire très attention entre le devoir de réserve, le devoir de réserve et la volonté d'informer ou de communiquer sur son métier. Il faut faire la part des choses. Ça, c'est très important. Et il y a aussi que, peut-être sur une question de santé publique, le gouvernement est en train de prendre des décisions, le gouvernement est en train d'aller à son rythme, et vous, agent de santé, vous allez dire autre chose qui va totalement à l'encontre de la politique publique. Ça peut vous créer un problème. Voilà. Donc ça, il faut, pour moi, avant de se déployer réellement sur les canaux digitaux, recevoir un minimum de formation et savoir quoi dire, définir ce que l'on appelle ça l'éditorial, ses objectifs, et structurer son propos et savoir quoi dire exactement, et pour ne pas se faire acquérir au regard soit de sa situation d'indépendant ou sa situation de fonctionnaire. Parce qu'après tout, il y a dans ces corps de métier-là des ordres. Et c'est pour ça que la publicité, tout comme chez les avocats, la publicité est interdite. Donc, dans les ordres liés aux santé, que ce soit l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, que ce soit pratiquement tous les corps liés à la médecine, sont structurés, organisés par des ordres. Et donc, ce qui fait qu'il faut faire très attention pour ne pas aller à l'encontre des dispositions prévues par les tests en vigueur en cette matière-là. Il faut se faire former en la matière. Quelles sont les structures pour faire cette formation déjà?
Non, quand on veut se faire former, généralement dans ce cas, c'est des certificats qu'il faut. Il y a des structures de la place qui forment, que ce soit pour la gestion des communautés virtuelles, que ce soit pour la communication digitale. Il faut se rapprocher de... Bon, je ne dis pas forcément de se rapprocher de moi. Moi, je suis un spécialiste, je suis un formateur. Je le fais en tant que de besoin, en dehors de mes enseignements à l'université. Et donc, il y a des gens qui forment et c'est le certificat que vous recevez. Mais là, si vous voulez recevoir une formation en bonne et due forme, vous allez à l'université d'Abomey-Calavi, vous allez à l'école nationale des sciences et techniques de défense de la communication pour suivre soit une formation initiale en journalisme et en métier d'audiovisuel, de multimédia, ou carrément suivre une formation en master en communication et relations publiques ou en des questions de chargé de numérique et autres. Donc voilà ce qu'il faut. Donc on va à l'école pour, si c'est un diplôme que l'on veut, ou on va dans des structures qui existent sur la place pour faire des certifications. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire pour clore cet entretien? Moi, je découvre, je peux vous dire que je n'étais pas vraiment rentré dans le sujet au départ, puisque je m'étais dit qu'il y aurait un vis-à-vis qui est du domaine et qui est aussi très en vue sur les réseaux sociaux, sur les canaux digitaux, donc sur le cyberespace, notamment béninois et africain. Et donc, on allait faire une sorte de co-construction du débat sur le digital en matière de santé, ou la santé et l'éthique, ou l'usage que pourraient faire les professionnels de santé. Mais bon, chemin faisant, vous allez rentrer dans la peau de contradicteur, et j'ai beaucoup aimé cette tranche, et je suis disposé et disponible à revenir sur vos antennes pour d'autres émissions sur les sujets qui me passionnent, à la fois des questions de société ou des questions de recherche scientifique. Merci à vous, Dr Wenceslas Maoussi. C'est bon. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également directeur de l'Observatoire des sciences de l'information et de la communication. Exactement. Merci d'être passé. C'est moi. Je m'en voudrais de ne pas dire que vous avez été membre du jury pour ma soutenance de licence professionnelle à l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Vous étiez d'ailleurs le directeur adjoint pendant que je faisais mon passage là-bas en tant qu'étudiant. Merci beaucoup. C'est moi. Chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.